Sophie Toscan du Plantier s'était rendue de France à sa maison de vacances en Irlande dans l'espoir de se reposer et de se détendre avant Noël. 3 jours plus tard, son voisin l'a retrouvée allongée sur le sol devant la maison. Elle avait été brutalement battue à mort. Malgré les vantardises d'une personne affirmant avoir commis le meurtre, son assassin est toujours en liberté à ce jour. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique Décharge. Nous vous invitons à vous abonner à nos 3 chaînes. Merci, et passons maintenant à l'affaire. Le 19 décembre 1996, Sophie Toscan du Plantier et son mari Daniel Toscan du Plantier ont assisté à une fête de Noël à Paris, organisée dans le célèbre club Libon-Douche. L'événement était organisé par l'UNIF France, une organisation promouvant le cinéma français. Daniel, producteur de films renommé, était le président de l'UNIF France, tandis que Sophie avait également travaillé pour cette organisation avant de décider de poursuivre son rêve de produire des documentaires télévisés. Ce soir-là, le couple a passé du temps à discuter avec de nombreux invités, dont plusieurs cinéastes et acteurs influents. Bien que Sophie donnait l'impression d'être pleine d'énergie et d'optimisme quant à sa carrière, elle a confié à certains invités qu'elle était épuisée. Elle a révélé qu'elle revenait tout juste d'un festival de films organisé par l'APECO et qu'elle avait besoin de repos pour se remettre d'une période stressante. Avec cela en tête, elle a décidé de partir quelques jours dans sa maison de vacances à West Cork, en Irlande. Sophie avait grandi en France, mais adolescente, elle voyageait souvent en Irlande avec sa famille, ce qui lui avait fait développer un profond attachement pour ce pays. En 1993, elle avait acheté une maison de vacances à West Cork, sur une propriété isolée entourée de collines verdoyantes et de pâturages, afin d'y trouver un havre de paix. Cette maison était devenue son refuge, où elle passait fréquemment du temps avec son fils ou accueillait des amis. Cependant, cette fois-ci, aucun de ses proches ne pouvait l'accompagner, car Noël approchait et tous avaient déjà d'autres engagements. Sophie a donc décidé de partir seule, prévoyant de rentrer en France à temps pour les fêtes. Le 20 décembre, Sophie s'est levée tôt et s'est rendue à l'aéroport Charles de Gaulle, d'où elle a pris un vol pour Dublin, puis pour Cork. Les enregistrements des caméras de surveillance des aéroports ont montré qu'elle était arrivée à Cork un peu avant 14h30. Elle a récupéré ses bagages et les clés d'une voiture de location. Environ 2 heures plus tard, elle est arrivée à sa maison de vacances, située sur une propriété isolée, accessible par un chemin étroit, derrière un grand portail en métal. Ce portail devait rester fermé pour empêcher les moutons des pâturages voisins de s'égarer. Près de la maison de Sophie se trouvaient 2 autres résidences, dont l'une était abandonnée, tandis que l'autre était occupée en permanence par Alfie et Shirley Foster. Sophie était bien connue dans la communauté locale car elle venait souvent avec son fils et entretenait de bonnes relations avec certains habitants. Lorsqu'elle n'était pas sur place, une femme du village, Joséphine Heller, s'occupait de sa maison. Elle préparait généralement la maison avant l'arrivée de Sophie, allumant les cheminées pour créer une atmosphère chaleureuse. Cette fois-ci, Joséphine avait même décoré la maison avec des branches de houx pour lui donner une ambiance festive. Dans la matinée du 23 décembre, la voisine de Sophie, Shirley Foster, est rentrée chez elle, bouleversée, et a dit à son mari Alfie qu'elle avait vu un corps près du portail en métal. Alfie s'est immédiatement précipité vers l'entrée, mais il s'est arrêté à environ 30 mètres lorsqu'il a aperçu du sang. Bien qu'il ne puisse pas voir clairement le corps, il était convaincu qu'il s'agissait de Sophie. Il est retourné chez lui et a immédiatement appelé la police. La police est arrivée sur les lieux du crime peu après 10h30. Sophie était allongée sur le dos, vêtue d'un pantalon blanc et d'un t-shirt à manches courtes, tous deux imbibés de sang. Sa jambe gauche était enchevêtrée dans un fil barbelé de la clôture, tandis qu'une robe de chambre gisait à côté d'elle sur le sol. Les policiers ont observé de nombreuses blessures de défense sur ses avant-bras et ses mains, indiquant qu'elle s'était battue violemment contre son agresseur. Un de ses doigts était cassé et elle tenait dans sa main une mèche de cheveux humains. Une tache de sang a été retrouvée sur le portail en métal, indiquant que Sophie avait tenté de fuir en l'ouvrant. Non loin de son corps gisait un lourd bloc de béton couvert de sang que les enquêteurs soupçonnèrent d'être l'arme du crime. Sophie avait subi de graves blessures à la tête et en raison de l'abondante hémorragie autour de son cou et de sa tête, une mare de sang s'était formée. Son corps a été retrouvé dans un état de rigidité cadavérique,
Le photographe de la police a soigneusement documenté la scène du crime, capturant chaque indice individuellement et notant tous les détails des blessures sur le corps de Sophie. Toute l'allée, le jardin et l'intérieur de la maison de vacances ont été méticuleusement examinés à la recherche de traces laissées par l'agresseur, telles que des empreintes digitales, des mèches de cheveux ou des éclaboussures de sang. La cause de la mort de Sophie Toscan du Plantier était une grave blessure à la tête et au visage, causée par un objet contondant, entraînant une fracture du crâne. Ses parents, son frère et sa tante Marie ont fait le voyage pour voir son corps. Son frère Bertrand fut le premier membre de la famille à entrer à la morgue. Bien que la famille ait été préalablement informée de la gravité des blessures de Sophie, Bertrand, en sortant, était visiblement bouleversé. Le visage de sa sœur était si mutilé qu'il l'a à peine reconnue, déclarant « Ce n'est pas Sophie ». Sa mère, Marguerite, ne put identifier que le bout du nez de sa fille qui était miraculeusement resté intact. Elle demanda si elle pouvait voir une dernière fois les mains de Sophie, mais le médecin lui déconseilla, expliquant qu'elles avaient également été gravement blessées et qu'un doigt était cassé. Le mari de Sophie, Daniel, choisit de ne pas se rendre à Cork. Il se retira plutôt dans sa propriété à Homme, où il organisa les funérailles de Sophie. Plus tard, il déclara « Je connaissais la gravité de ses blessures d'après mes échanges avec la police et je ne pouvais pas supporter de la voir autrement que comme la femme magnifique et pleine de vie que j'avais connue et aimée. L'image de son visage défiguré aurait détruit mes souvenirs de ses sourires. » Sophie fut enterrée dans un petit cimetière, près de la propriété de Daniel à Homme. L'enquête sur son meurtre était en cours, et les enquêteurs étaient de plus en plus convaincus qu'il n'y avait aucun lien personnel entre Sophie et son assassin. Des rumeurs circulaient dans les médias selon lesquelles Sophie aurait invité son meurtrier à la maison pour un verre de vin, car 2 verres de vin vides auraient été retrouvés dans la cuisine. Cependant, il fut plus tard révélé que ces rapports étaient faux et qu'aucune preuve ne suggérait que le tueur était autre chose qu'un étranger. Le chef des enquêteurs fit une déclaration aux journaux français affirmant « Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé dans la maison entre le moment où Sophie a téléphoné à son mari dimanche à 11h et celui où son voisin l'a retrouvée lundi matin à 10h30. Ce que nous savons, c'est que Sophie a été projetée contre la clôture qui délimitait sa propriété et tuée avec une arme de type tisonnier, outil, pierre ou morceau de bois. Les lumières de la maison étaient éteintes. Il n'y avait aucun signe de lutte, la porte était verrouillée de l'intérieur et les clés se trouvaient du côté intérieur de la porte. Sophie n'a pas été agressée sexuellement. Les enquêteurs ont soigneusement reconstitué l'emploi du temps de Sophie, de son arrivée à l'aéroport de Cork jusqu'au moment de sa mort. Ils ont examiné le kilométrage de sa voiture de location qui correspondait à un long trajet depuis l'aéroport et à de courts déplacements locaux, sans anomalies inexpliquées. Des témoins ont confirmé que Sophie était seule à West Cork, où elle était connue comme une personne réservée qui ne cherchait pas à élargir son cercle en dehors de sa famille. Les enquêteurs n'ont trouvé personne dans la communauté locale qui aurait eu un mobile pour la tuer. Malgré de nombreuses investigations, y compris l'analyse d'échantillons de cheveux et de vêtements, ainsi que l'interrogatoire des habitants, l'enquête n'a pas abouti à des résultats concrets. La police a rapidement écarté la possibilité que Sophie ait été suivie depuis la France par son meurtrier. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur des suspects potentiels à West Cork. 40 détectives travaillaient sur l'affaire, menant des interrogatoires de maison en maison et distribuant des milliers de questionnaires dans les quartiers voisins. L'un des principaux suspects devint le journaliste Ian Bailey. Né à Manchester en 1957, Ian s'était installé à West Cork en 1991. Il exerça divers emplois, notamment dans une usine de transformation du poisson et comme jardinier, avant de reprendre son activité de journaliste. En décembre 1996, Bailey aidait les médias locaux à couvrir l'affaire de Sophie. Cependant, le 10 février 1997, la police fit irruption chez lui et l'arrêta, le soupçonnant d'être impliqué dans le meurtre. Bailey fut interrogé pendant 10 heures avant d'être relâché sans inculpation. Plus tard, il fut de nouveau arrêté, mais aucune charge ne fut retenue contre lui. Après le meurtre de Sophie, certains amis de Bailey remarquèrent qu'il portait des éraflures sur le front et de profondes griffures sur les bras. Lors des interrogatoires,
Il affirma que ses blessures résultaient de la coupe d'un sapin de Noël le 22 décembre. Cependant, plusieurs témoins qui l'avaient vu ce jour-là déclarèrent ne pas avoir remarqué de blessures. Les soupçons autour d'Ian Bailey s'intensifièrent en raison des incohérences dans ses déclarations et ses alibis. Dans ses premières déclarations, Ian et sa compagne Jules Thomas affirmaient qu'il était resté toute la nuit au lit et n'avait pas quitté la chambre. Cependant, lors d'interviews ultérieures, Jules revint sur sa déclaration, affirmant qu'Ian s'était levé vers 11 heures du soir et n'était revenu au lit que vers 9 heures du matin, arborant une mystérieuse blessure sur le front. Ian changea également sa version, prétendant qu'il s'était levé à 4 heures du matin pour écrire un article, avant de retourner se coucher une demi-heure plus tard. Bien que ces arrestations n'aient jamais abouti à une inculpation formelle, la réputation d'Ian Bailey fut gravement entachée. Dès sa première arrestation en février 1997, les médias commencèrent à propager la rumeur qu'il était l'assassin de Sophie Toscan du Plantier. De nombreux journaux à sensation, y compris ceux pour lesquels Ian avait travaillé auparavant, publièrent des articles avec son nom et sa photo, aggravant encore son discrédit. En l'an 2000, l'enquête s'élargit à 2 femmes qui étaient liées à l'affaire Sophie, mais elles furent relâchées le jour même. Plus tard, le 24 septembre, un article du Sunday Times révéla une nouvelle avancée dans l'enquête. 2 témoins affirmèrent qu'1 an après le meurtre de Sophie, ils avaient rencontré un homme dans un pub local, obsédé par l'affaire, et en parlant avec un enthousiasme troublant. Il semblait tellement fasciné par les détails du crime que les témoins, mal à l'aise, décidèrent de signaler leur rencontre à la police. Cet homme était Ian Bailey. L'attention médiatique sur Ian ne fit que croître, et en 2003, il intenta un procès pour diffamation contre 8 groupes de presse. Lors du procès, son avocat, James Dugan, détailla l'impact de la couverture médiatique sur la vie d'Ian. Il décrivit comment Ian était devenu un paria au sein de la communauté, confronté à des interrogatoires incessants et à des analyses d'échantillons biologiques sans jamais être inculpé. Ian affirma que sa plainte ne visait pas une compensation financière, mais qu'il cherchait à laver son nom et à prouver son innocence. Cependant, au cours du procès, la défense mit en avant le passé violent d'Ian, notamment des épisodes de violence conjugale contre Jules Thomas. Lors du contre-interrogatoire, des extraits des journaux personnels d'Ian furent présentés au tribunal, révélant des descriptions détaillées de ses agressions sur Jules. L'un des passages contenait la phrase « J'ai l'impression d'avoir essayé de la tuer. J'ai la nausée en relisant mon récit de l'attaque. Je suis une bête sur 2 jambes. » Ces écrits aggravèrent la situation d'Ian, laissant l'image d'un homme au passé marqué par des violences envers les femmes. Ian Bailey affirma que ces écrits n'étaient que des pensées abstraites et non le reflet d'événements réels. Depuis le début, il niait toute implication dans le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, insistant sur le fait que tous ceux qui l'accusaient étaient des menteurs. Pourtant, lors du procès, il fut confronté à une liste de témoins affirmant qu'il leur avait personnellement avoué avoir tué Sophie. L'une des témoins, Helen Callahan, rédactrice en chef du Sunday Tribune, déclara qu'un jour, alors qu'elle évoquait les rumeurs médiatiques accusant Ian du meurtre, il avait répondu « Oh oui, c'est moi qui l'ai fait ». Ian reconnut avoir prononcé ces mots, mais affirma qu'il plaisantait. Une autre témoin, Yvonne Ungerer, déclara qu'Ian lui avait décrit en détail comment il avait tué Sophie avec un bloc de béton. Ian insista sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu et que ses propos avaient été mal interprétés. Bill Fuller, un habitant de la région, décrivit une conversation troublante avec Ian, dans laquelle ce dernier parlait de l'affaire en utilisant la 2e personne du singulier, comme s'il s'accusait lui-même du crime. Ian aurait détaillé la scène du meurtre, mais prétendit plus tard qu'il ne faisait que rapporter les propos des enquêteurs. De plus, lors d'une fête du Nouvel An en 1998, Ian montra aux invités un carnet rempli d'informations sur l'affaire Sophie, ce qui mit certains d'eux si mal à l'aise qu'ils décidèrent de partir plus tôt. Selon des témoins, il les aurait raccompagnés en déclarant « Je l'ai fait, je suis allé trop loin ». Un garçon de 14 ans, Malachi Reed, témoigna qu'Ian lui avait dit, lors d'un trajet en voiture, qu'il avait tué Sophie en la frappant avec une pierre. Ian nia cette déclaration, affirmant que ce n'était qu'un sujet de discussion.
Plusieurs autres témoins déclarèrent qu'Ian leur avait parlé du meurtre de Sophie avant même que la nouvelle ne soit rendue publique. Ian réfuta toutes ces accusations. Marie Farrell, une commerçante de West Cork, témoigna au procès. Elle affirma avoir vu un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, près de la maison de Sophie la nuit du meurtre, et qu'elle l'avait plus tard identifié comme étant Ian Bailey. Marie déclara qu'Ian l'avait harcelée pour qu'elle retire son témoignage, allant jusqu'à se rendre dans son magasin et la menacer, au point qu'elle craignait pour la sécurité de sa famille. En janvier 2004, le tribunal jugea que les journaux n'étaient pas coupables de diffamation contre Ian Bailey, estimant que son comportement violent et ses mensonges avaient été démontrés au cours des audiences. Le juge conclut que les descriptions d'Ian en tant qu'homme violent n'étaient pas infondées. Parallèlement, en 1997, un tribunal français émit un mandat d'arrêt européen contre Ian, demandant son extradition pour être jugé pour le meurtre de Sophie. Cependant, l'Irlande refusa d'extrader Ian, ne reconnaissant pas les lois françaises qui avaient conduit à sa condamnation. En 2017, Ian Bailey fut de nouveau arrêté en Irlande, mais il fut relâché par la suite. En France, il fut condamné par contumace à 25 ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, mais la haute cour irlandaise refusa son extradition. À ce jour, Ian Bailey reste un homme libre, vivant à West Cork, gagnant sa vie en vendant de la nourriture sur un marché local. Le fils de Sophie, Pierre, s'est rendu plusieurs fois à West Cork pour rendre hommage à sa mère. La nuit de sa mort, Sophie lisait un recueil de poésie de Yeats. La page ouverte contenait le poème « Un rêve de mort », un triste présage du destin tragique qui l'attendait.